Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors plongeons direct dans le vif du sujet. Face à ce qui ressemble de plus en plus à une crise géopolitique mondiale totalement orchestrée, on est en droit de se poser une question fondamentale. Qui contrôle véritablement le récit de notre histoire, de notre biologie et même des ressources qui dorment sous nos biais ? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un ensemble de documents et de mémorandums fascinants qui viennent bousculer pas mal d'idées reçues sur la géopolitique européenne et l'identité nationale. C'est une exploration captivante, et croyez-moi, ça pousse vraiment à regarder au-delà des simples apparences. Les montagnes sont plus hautes que les drapeaux. C'est fort, non ? Cette citation qu'on trouve noir sur blanc dans l'un des mémorandums pose parfaitement le décor de notre explication du jour. En fait, les sources mettent en avant une idée assez puissante. La géographie profonde, la biologie ancienne et les véritables fondations de notre Terre survivront toujours aux frontières politiques temporaires que les humains tracent sur des cartes. En gros, la vraie souveraineté, elle ne se décide pas avec un bout de tissu qui flotte au vent, elle est littéralement ancrée dans le sol et gravée dans notre ADN. Voici donc les 5 grands piliers que l'on va explorer aujourd'hui. D'abord, la crise géopolitique annoncée pour 2026. Ensuite, la question cruciale des ressources et de la technologie souveraine. On passera après à la très controversée hypothèse de la matrice globale. Puis, on confrontera la réalité moléculaire au mythe national, avant de terminer par des anomalies historiques complètement folles autour des Khazars et des Templiers. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec notre premier point, la crise géopolitique de 2026, vue comme le catalyseur du chaos. Les documents que l'on analyse plantent le décor avec un scénario hypothétique ciblé sur mars 2026. Ils décrivent un monde plongé dans le chaos suite à des hostilités directes entre les États-Unis et l'Iran, provoquant un choc idéologique majeur. D'un côté, l'analyse décrit ce qu'elle appelle le corollaire Trump, c'est-à-dire une diplomatie purement transactionnelle, où la sécurité d'un pays est conditionnée à des concessions. Et de manière très controversée, les textes allèguent même que cette pression serait alimentée par du chantage lié au fameux dossier Epstein. En face de ça, on a l'émergence de ce que les documents nomment la souveraineté ontologique. C'est un désir de plus en plus fort, surtout en Europe centrale, de revenir à un vrai fédéralisme historique pour s'affranchir de toutes ces pressions externes et enfin créer un bloc vraiment autonome. Mais pour être vraiment autonome, les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les ressources et la chambre forte lithosphérique. Et oui, si un bloc de nations veut échapper à cette diplomatie transactionnelle, il lui faut une base matérielle en béton armé. Les mémorandums stratégiques sont catégoriques là-dessus, la véritable indépendance politique exige un contrôle physique absolu sur les ressources enfouies sous terre. Prenez la zone de Rawarouska, dans l'ouest de l'Ukraine par exemple. Les chiffres avancés dans l'analyse donnent le vertige. On parle de milliards de barils de pétrole lourd et de réserves gigantesques de lithium extrait de la pyrite. C'est évalué à près de 288 milliards de dollars. Le résultat stratégique net, l'indépendance énergétique et calorique totale. Et pour protéger un tel pactole, les auteurs suggèrent carrément la mise en place d'une bureaucratie de l'apocalypse, un modèle de défense extrême façon bunker suisse. Évidemment, exploiter ce sous-sol sans que des puissances étrangères ne viennent s'en mêler demande une technologie de pointe. C'est là que des documents introduisent le système RALPH 1, décrit comme une sorte d'oracle quantique. Ce truc est censé pénétrer à 10 km de profondeur pour offrir une cartographie géoélectrique d'une précision absolue. Mais la vraie clé du système, c'est l'algorithme RIF1, qui opère de manière totalement indépendante. L'objectif est limpide, empêcher n'importe quel acteur étranger de monopoliser ou de bidouiller les données géologiques. En gros, c'est la garantie ultime pour garder la mainmise sur la réalité de son propre territoire. On passe maintenant à notre troisième volet, l'hypothèse de la matrice globale, le contrôle social et les changements démographiques. Alors là, on aborde l'un des aspects les plus explosifs de ces sources. L'analyse quitte la géopolitique classique pour plonger dans l'hypothèse d'une matrice globale en prenant carrément l'Ukraine comme laboratoire social. Les textes suggèrent qu'un réseau transnational caché tirerait les ficelles au niveau mondial. Ils parlent d'une entité occulte, baptisée le 4e Reich, qui utiliserait de tactiques psychologiques ultra poussées, dignes du fameux projet MK-Ultra. On y décrit des réseaux d'ONG conçus pour détruire l'immunité sociale des populations, une terreur médiatique créant un véritable théâtre de l'absurde pour désorienter tout le monde et des programmes de remplacement démographique. Je précise, notre but n'est absolument pas de dire si ces théories sont vraies ou fausses, mais de voir comment ces documents articulent la vision d'une souveraineté complètement assiégée de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ça nous fait une transition parfaite pour notre 4e point, quand la réalité moléculaire s'attaque au mythe politique. Les sources opèrent ici un virage à 180 degrés, passant du complot géopolitique aux données scientifiques pures et dures, avec le concept de biosouveraineté. En s'appuyant sur la paléogénétique, l'analyse vient littéralement déconstruire les mythes politiques du XXe siècle. On a tous entendu cette idée reçue selon laquelle l'Allemagne et l'Autriche partageraient le même sang, n'est-ce pas ? Eh bien, les données présentées montrent une toute autre réalité. On découvre que les populations du nord de l'Allemagne possèdent environ 45% d'ADN issus des steppes, contre seulement 38% pour les Autrichiens. En génétique des populations, un écart de 8%, c'est juste colossal.
De plus, l'analyse de l'ADN de la lignée masculine révèle que le Nord est dominé par des origines scandinaves, alors que le Sud, qui inclut l'Autriche et la Bavière, montre une forte empreinte celtique et un substrat slave qu'on ne trouve absolument pas au Nord. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Autriche n'est pas du tout une simple extension génétique de l'Europe du Nord. Les chiffres de l'analyse illustrent ça parfaitement. La composition autrichienne est majoritairement issue des agriculteurs anatoliens à hauteur de 52%, ce qui a apporté une forte influence méditerranéenne et romaine. Du coup, selon ces textes, l'Autriche est un véritable carrefour continental, façonné par les Celtes, les Romains et les Slaves. La langue allemande, au final, ne serait qu'une petite couche de peinture posée sur une fondation profondément multiethnique et multilingue. Le dossier se clôture sur ce point avec un verdict moléculaire indiscutable. L'hypothèse de la nation unique, divisée artificiellement, est scientifiquement fausse. La réalité, c'est plutôt l'hypothèse des cousins. Les Autrichiens et les Allemands du Nord sont de lointains cousins, avec des bagages génétiques vraiment différents. L'étude souligne que même si des armées d'hommes ont migré, conquis puis disparu, il existe une matrice maternelle continue et ininterrompue au centre de l'Europe. Bref, la biologie raconte une histoire infiniment plus riche et complexe que n'importe quel discours politique. On arrive maintenant à notre 5e et dernier grand sujet, les anomalies historiques et comment la souveraineté se réécrit. Parce que oui, si les récits récents ont pu manipuler la génétique, imaginez un peu ce qu'il en est de l'histoire ancienne. Les données archivistiques avancées affirment que notre chronologie bien linéaire de l'Europe de l'Est a été fabriquée de toutes pièces par les vainqueurs. Les sources nous proposent une version alternative complètement folle qui fait des bonds dans le temps. On part des années 740, quand l'élite de l'Empire khazar aurait adopté le judaïsme, créant un espace de tolérance religieuse inédit. Ensuite, on saute aux années 930 avec un document explosif concernant la ville de Kiev. Et on atterrit en 1307 en France, au moment où l'ordre des Templiers est anéanti, mais où une mystérieuse flotte réussit à prendre le large. Vous demandez comment tout ça est lié ? On va voir ça tout de suite. Commençons par ce parchemin, connu sous le nom de lettre de Kiev, qui a été découvert dans la Guéniza du Caire. C'est un document juridique classique en hébreu, mais l'anomalie énorme se trouve dans sa signature. On y trouve un visa d'approbation officiel écrit en rune turcique, qui signifie « j'ai lu ». D'après les sources, c'est la preuve absolue que dans les années 930, Kiev n'était pas du tout la capitale purement slave que les chroniques officielles nous vendent, mais plutôt un poste-frontière très cosmopolite, géré directement par l'administration de l'Empire khazar. Et nos fameux Templiers de 1307 dans tout ça. Accrochez-vous, car les documents balancent une théorie incroyable. La flotte qui s'est échappée de La Rochelle aurait navigué loin, très loin de l'influence du pape, pour aller s'installer carrément en Sibérie occidentale. Ça paraît digne d'un film d'aventure, mais les rapports archéologiques mentionnés sont troublants. On parle de fondations avec des croix à 8 branches découvertes à Tioumen, de fragments de côtes de mailles purement européennes retrouvées en pleine taïga, et même de légendes orales du XVIIe siècle racontant que des hommes en fer portant des croix rouges vivaient là-bas autrefois. La vraie question, c'est pourquoi on n'apprend pas tout ça à l'école. L'analyse décrit ce phénomène comme une véritable amnésie historique systématique. En gros, les empires victorieux consolident toujours leur pouvoir en gommant les civilisations complexes qui étaient là avant eux. Que ce soit à cause d'agendas politiques qui veulent imposer une pensée unique, d'un certain conservatisme académique qui refuse de faire des vagues, ou même de la destruction pure et simple des preuves, les institutions étouffent structurellement ces vérités dérangeantes pour garder le monopole sur notre mémoire collective. Et c'est précisément ce qui nous amène à la conclusion de ce décryptage. Tous les documents que nous avons épluchés aujourd'hui peignent le portrait d'un monde où les frontières qu'on nous montre ne sont que des illusions de surface. Si la géopolitique globale est pilotée en sous-main, si notre propre biologie contredit le récit officiel de nos origines, et si l'histoire a été nettoyée de ses chapitres les plus gênants, il reste une question assez vertigineuse. Que reste-t-il de la vérité absolue ? Ce voyage fascinant à travers la géologie, l'ADN et les parchemins perdus nous rappelle une chose essentielle. La réalité est toujours infiniment plus profonde que le récit qu'on essaie de nous imposer. Merci d'avoir suivi cette explication avec moi. Face à de telles découvertes, le plus important c'est de garder un esprit critique et surtout de continuer à se poser des questions.